Bonjour à tous, on a quelques connexions qui sont encore en cours. On va attendre encore une minute pour laisser aux gens l'opportunité de se connecter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nicolas Comoro ici, donc je suis associé chez Altitude Investment Solutions pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis ravi de vous accueillir pour ce deuxième webinaire dédié à notre panorama sur les produits structurés. Donc l'objectif qu'on s'est donné aujourd'hui, c'est de partager avec vous une vue de marché et les solutions en produits structurés qui en découlent. Ce que j'aimerais vous dire avant, c'est quand on développe des produits structurés, on essaye d'avoir toujours trois principes en tête. D'abord, partir de convictions solides sur les sous-jacents. Et parce qu'on le répétera jamais assez, finalement, c'est le sous-jacent qui est le premier moteur de performance et le premier moteur de réussite d'un produit structuré. Ensuite, on essaye de garder en ligne de mire la préservation du capital de vos clients sur le long terme, qui pour nous est fondamental quand on conçoit les produits. Et enfin, on veut concevoir des produits qui optimisent au maximum le couple risque-rendement, tout en vous offrant une transparence totale sur les avantages et les risques pour que vous puissiez toujours prendre des décisions qui sont éclairées. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de Bruno Jacquier, qui est directeur de la stratégie d'investissement chez Altitude Investment Solutions et qui vous exposera nos vues de marché globales et par classe d'actifs. Il y a également Adel Bentounsi et Paul Zermati qui sont responsables des partenariats et qui conçoivent et pilotent vos produits structurés au quotidien. Ils vous présenteront une sélection de produits en cohérence avec notre stratégie d'investissement et le contexte actuel des marchés. La session se déroulera et va commencer par la présentation de nos vues par classe d'actifs, puis par les produits correspondants. Et on va essayer de cadrer ça dans à peu près 45 minutes. Et pour se laisser 15 minutes sur des questions-réponses que vous pourrez poser dans le chat en bas à droite, à la fois sur le bouton questions ou le chat. Et on essaiera de répondre au maximum de questions dans les 15 minutes qui seront réparties là-dessus. Donc, merci beaucoup pour votre attention et sans plus attendre, Bruno, je te passe la parole. Merci beaucoup Nicolas. Bonjour à tous et merci de votre participation à ce webinaire. Je vais revenir sur plusieurs points de détail au cours de cette présentation, mais vous allez voir qu'on va s'articuler autour de trois grandes thématiques. La première, c'est que le cycle économique a tendance à ralentir. La deuxième thématique est liée au fait que les investisseurs, notamment en 2024, ont été relativement optimistes, voire très optimistes, et que donc du coup, ça va véritablement impacter l'allocation d'actifs pour cette année, notamment donner un avantage à un certain moment aux actifs les plus défensifs, et d'où l'idée de savoir dans ce voyage sur 2025 où sont les parachutes et d'ores et déjà se positionner pour en détenir certains au cas où justement le voyage soit un peu plus chahuté que l'an dernier. Alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive à ces trois grands axes? Le premier point sur le cycle économique, on peut le voir sur ces premiers graphiques où on voit à gauche la croissance de l'activité aux États-Unis en bleu et en zone euro en rose, et puis la croissance des prix sur la droite, donc l'inflation. Et on voit que la croissance est faible en Europe depuis déjà 2 années. On est proche de la récession dans plusieurs pays.
On est en train vraiment d'y mettre un pied en France sur les derniers chiffres publiés. Et on voit à l'inverse qu'aux États-Unis, la croissance avait relativement bien tenu jusqu'à maintenant, puisqu'on était aux alentours de 3% de croissance en glissement annuel. Et les modèles économétriques que j'utilise commencent à vraiment pointer vers le sud, à savoir un ralentissement de l'activité économique, y compris aux États-Unis. Ça, c'est un point important. C'est peut-être le point qui différencie le plus ce scénario de ce qu'on peut lire à droite à gauche et du consensus de marché, où il y a une sorte de consensus pour dire que oui, la croissance européenne va être faible, mais un doute sur le fait que la croissance américaine, finalement, puisse résister. Et très clairement, les modèles qu'on utilise prêchent pour un ralentissement de l'activité aux États-Unis. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Le point principal, c'est vraiment que le marché de l'emploi, qui a été très, très fort, très, très dynamique ces derniers temps, est quand même en train de s'effriter un petit peu. Et on pourrait voir le taux de chômage progresser de 4 vers 5%, 5,5% d'ici 2025-2026. Ça, c'est un point important puisque si le marché du travail se détériore aux États-Unis, on va avoir moins de soutien de la part de la consommation des ménages, qui est le graphique de droite sur cette slide. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la consommation des ménages, ça représente à peu près 2/3 de la croissance. Donc, si les ménages tous, c'est l'ensemble de l'économie qui sera en difficulté. Et très clairement, c'est peut-être un des points qu'on doit garder en tête, qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore anticipé par le marché. Pour dire les choses autrement, et essayer de quantifier encore plus les choses, j'ai construit un indicateur de probabilité de récession qui prend en compte différents éléments, à la fois la confiance des directeurs d'achat, donc dans l'industrie, dans les services, ce fameux taux de chômage et donc sa dynamique, la courbe des rendements pour le marché obligataire et la valorisation des actions. Et en donnant des scores à chacune de ces variables, on arrive à calculer une probabilité de récession. Et on voit qu'on est arrivé sur des niveaux relativement élevés ces derniers temps. Et si on regarde dans le passé, à chaque fois qu'on a été sur des probabilités supérieures à 50%, on a effectivement eu une récession, en tout cas un ralentissement économique relativement prononcé. Donc là encore, rien n'est certain. Peut-être que cette fois-ci, il y a certains paramètres qui peuvent expliquer qu'on va échapper à la récession aux États-Unis, mais en tant qu'investisseur, on doit garder en tête que cette éventualité ne serait pas complètement incongrue, et donc d'où l'idée d'avoir en tête quelques parachutes pour cette année d'investissement. Le bon point, quand même, parmi tout ça, parmi toutes ces nouvelles-là, c'est qu'on va avoir une inflation qui continue de décélérer. Donc, on est passé de 8-10% de croissance des prix en 2022 à un niveau proche de 2%, mais légèrement supérieur, notamment aux États-Unis ces derniers temps. Et l'idée, c'est de dire que dans le courant 2025, on va très clairement passer sous les 2% dans l'ensemble de la zone euro et on va s'en rapprocher aux États-Unis. C'est moins rapide que ce que voudraient les investisseurs et il y a régulièrement des petites périodes de stress sur le fait que l'inflation peut perdurer, mais la tendance est quand même à la décélération. La conséquence de tout ça, c'est que les banques centrales vont pouvoir véritablement assouplir leur politique monétaire. Vous avez sur le graphique de gauche les taux directeurs de la Fed et ceux de la BCE. Vous voyez donc la forte hausse des taux, notamment en 2022, la phase de stabilisation sur 2023 et le tout début 2024, et puis cette phase de baisse qui a été enclenchée à partir de l'automne, où on voit des premières baisses de taux, et au final, la BCE qui a agi plus tôt que la Fed. Ça, c'est un point important, puisque aujourd'hui, les investisseurs anticipent effectivement que la BCE va continuer à baisser ses taux pour les amener aux alentours de 1,75% d'ici la fin de l'année. Notre scénario est à peu près en ligne avec ça, légèrement plus agressif avec 1,5, mais ça ne va pas changer grand-chose. En revanche, le point de différence important avec le consensus, c'est que le consensus sur les États-Unis anticipe que la Fed ne va pas pouvoir beaucoup baisser ses taux et va les stabiliser aux alentours de 4%. Alors que dans notre scénario, les modèles expliquent qu'on peut aller pour le coup beaucoup plus bas. Et comme finalement à chaque fois que la Fed baisse ses taux, c'est souvent plus agressif que ce qu'on pensait au départ. Et donc l'idée, c'est d'aller aux alentours de 2%. Alors peut-être que ce message est un peu trop fort, que le modèle exagère un peu dans sa prévision, mais là encore, ça permet de bien anticiper le risque de surprise de la part des investisseurs. Ça serait plus de baisse de taux que prévu, donc une politique monétaire plus souple qu'escompté.
Ça, c'est vraiment un point important pour ce scénario-là. L'autre conséquence de tout ça, c'est que la baisse des taux courts va avoir aussi un impact sur la baisse des taux longs. On le voit sur le graphique de droite, les taux longs ont tendance à être beaucoup plus lisses que les taux courts, puisqu'en fait, c'est une sorte d'actualisation de plein de taux courts. Et donc, on a des mouvements de volatilité qui sont bien moins forts que sur les taux courts. Raison pour laquelle les taux à 10 ans avaient atteint leur pic déjà à l'automne 2023, donc il y a plus d'un an et demi presque. Et donc, depuis cette période-là, les taux longs baissent tranquillement, mais baissent. On a eu une période d'inquiétude en début d'année où on a eu un nouveau rallye sur la hausse des taux longs. Probablement, c'est que temporaire, c'est que de la volatilité. L'idée, c'est de se dire, voilà, si on a une croissance un petit peu plus faible que prévu, une inflation qui se rapproche de 2% et des banques centrales qui baissent leurs taux, très clairement, les taux américains à 10 ans doivent se rapprocher de 3,5% dans le courant 2025 et les taux européens, ici les taux allemands à 10 ans, doivent se rapprocher de 1,7, 1,8%. Donc ça, c'est le scénario le plus central et probablement le plus important pour se positionner sur cette partie obligataire en se disant, voilà, il y a une séquence à respecter, les taux longs doivent continuer à baisser avant de pouvoir progresser plus tard, donc en 2026, voire en 2027. J'insiste sur ce point-là, c'est un point qui est souvent sous-estimé par les investisseurs, c'est que les taux évoluent vraiment en fonction du cycle économique. Pour ça, j'aime bien rappeler que finalement, en économie, il y a quand même des grandes règles. Donc, il y a l'équilibre entre l'offre et la demande qui permet de déterminer les prix, que tout le monde connaît. Il y a également la préférence pour le présent, qui est une règle vraiment immuable en économie, qui veut qu'en fait, on préfère avoir son argent tout de suite plutôt que plus tard. Et donc, on accepte de prêter son argent plus longtemps que si on a des espérances de gains supérieures. Raison pour laquelle, quasiment tout le temps, les taux à 10 ans vont offrir des rendements supérieurs aux taux à 2 ans. Alors, je dis quasiment supérieur parce qu'il y a quelques périodes où cette relation s'inverse, et c'est ce qu'on voit sur le graphique de droite, où on regarde l'écart de rendement entre le taux 10 ans et le taux 2 ans, et on s'aperçoit que sur les dernières années, on a eu des taux à 10 ans qui offraient des rendements inférieurs aux taux à 2 ans. Donc, on est en dessous de zéro sur ces graphiques. On voit que ça arrive de temps en temps, tout le temps en lien avec le cycle, et que ça ne dure jamais indéfiniment. Donc, ça arrive dans des périodes très spécifiques quand on anticipe justement que la croissance va ralentir, voire qu'on va arriver en récession. Et donc, à ce moment-là, effectivement, les investisseurs se disent, OK, si j'achète une obligation à 2 ans aujourd'hui, imaginons qu'elle me délivre du 3%, dans 2 ans, quand cette obligation va arriver à échéance, les taux des banques centrales auront baissé et je ne pourrai plus avoir les mêmes conditions de marché. C'est-à-dire que si je rachète une obligation à 2 ans, dans 2 ans, je n'aurai pas 3% de rendement, j'aurai peut-être plus que 1%. Et donc, pour éviter d'avoir à subir cette diminution des rendements, les investisseurs vont allonger leurs obligations. Et plutôt que d'acheter une obligation à 2 ans, ils vont acheter une obligation à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans. Et si tout le monde effectue ce même procédé, on a tellement de demandes pour les obligations longues que les taux des obligations longues finissent par être inférieurs à ceux des obligations courtes. Et c'est ce qu'on a vécu en 2022, 2023. Et on a commencé à corriger ce phénomène-là depuis 2024. Donc ça, c'est le premier point à garder en tête. L'inversion de la courbe des taux, elle ne peut être que temporaire. Et donc, on va devoir repasser sur une courbe des taux pentue, donc avec un écart, un spread positif entre le 10 ans et le 2 ans. C'est aussi vrai entre le 30 ans et le 5 ans. Ça donne exactement le même genre de courbe. Une autre manière de comprendre ça, c'est de regarder le tableau de gauche. Je me suis amusé à regarder dans le cas des États-Unis, parce qu'on a des données beaucoup plus longues que sur l'Europe, mais ça fonctionne très très bien en Europe aussi. À partir de quand est-ce que les taux à 10 ans vont vraiment pouvoir commencer à monter de manière pérenne? Et en fait, on se rend compte que dans les dernières décennies, les taux longs se mettent à monter que lorsque la Banque centrale, donc la Fed aux États-Unis, a quasiment achevé tout son processus de baisse des taux courts. Et une fois qu'on a fini la baisse des taux courts, alors seulement à ce moment-là, les taux longs se mettent à monter. Pour dire les choses différemment, c'est la colonne du milieu, les taux longs se mettent à monter dans le pire des cas, ou le meilleur des cas, ça dépend comment on se positionne, 14 mois après la première baisse des taux de la Fed. Donc là, la Fed a baissé ses taux en septembre. Donc, ça va être très, très difficile de voir les taux longs monter de manière structurelle avant la fin de 2025. Et donc, on aura cette séquence-là probablement en 2026. Donc, pour résumer,
on va avoir une repentification de la courbe des taux qui va se faire vraiment par l'aplatissement de la partie courte de la courbe. Et on aura la deuxième phase de pentification de la courbe des taux avec la hausse des taux longs seulement l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment un point à garder en tête. On va vraiment avoir ces deux séquences pour la repentification de la courbe des taux. Et ça veut aussi dire, comme on l'a vu tout à l'heure, que les taux longs ont encore de l'intérêt dans l'environnement actuel. Ils devraient tendanciellement baisser dans le courant de l'année 2025. Et donc, il n'y a pas de stress particulier à avoir sur les taux à 10 ans. Alors, j'ai beaucoup parlé pour cette partie-là. Je vais peut-être passer la parole et je reviendrai après si vous avez des questions sur ces sujets-là. Merci Bruno. Alors, merci pour de nous avoir éclairé sur toute cette partie taux qui concernait beaucoup d'investisseurs sur le marché français là sur l'année 2024 et sur ce début d'année 2025. Alors, je vais vous présenter 3 solutions qui étaient présentes dans notre panorama, que vous avez probablement déjà feuilleté depuis qu'on vous l'a envoyé il y a quelques jours. Vous remarquerez que les prix, les pricing que je vais vous présenter aujourd'hui ont été un peu ajustés suite à la baisse des taux de ces derniers jours. Hein. Voilà, donc le premier produit que vous devez tous plus ou moins connaître, en tout cas vous avez probablement vu passer, vous en avez certainement aussi traité sur les derniers mois, c'est le Phoenix Bearish sur le taux CMS 10 ans. Ou Phoenix CMS, plus communément appelé. Donc, c'est un produit qui va jouer la baisse des taux de façon assez simple. C'est un produit donc, qui est constitué de 2 barrières. À chaque constatation, on a tout simplement 3 scénarios possibles. Soit on est au-dessus de la barrière de coupon. Alors, dans l'exemple qui est présenté ici, la barrière de coupon, elle est à 2,60. Donc, si on est au-dessus de 2,60 à la date de constatation, ici, la constatation est annuelle, alors, il ne se passe rien. Le coupon est loupé et il n'y a pas de remboursement de capital. On passe à la date suivante. Deuxième scénario, vous êtes entre la barrière de coupon et la barrière de rappel. Donc, la barrière de coupon, elle est toujours à 2,60. La barrière de rappel, elle est ici à 2% avec une progressivité de 0,05 par an pour terminer à 2,30 au bout de quelques années. Bon, voilà. Si on est entre les 2 barrières, vous touchez le coupon, mais le produit continue. Et troisième et dernier scénario, si on est en dessous de la barrière de rappel, à une date de constatation, alors vous récupérez votre capital plus le dernier coupon et le produit s'arrête. L'avantage de ces produits, c'est d'avoir pu surfer sur la vague des produits à capital garanti en ayant des rendements autour de 6-7%. Avec des niveaux de barrière qui ont été assez variables, qui se sont ajustés évidemment au fil de l'eau avec l'évolution des taux d'intérêt. Énormément de volumes ont été traités sur le marché sur ces produits-là et l'intérêt, alors c'est toujours possible d'en faire aujourd'hui avec les niveaux de taux actuels. On est aujourd'hui sur des taux autour de 2,35. Voilà, c'est encore possible. Dès que les taux vont baisser de 15, 20, 30 BP au plus, voilà, il faudra commencer à envisager autre chose. Deuxième produit, donc la Digit Callable sur le Phoenix CMS. Donc pour faire simple, ce produit est quasiment le même que le Phoenix CMS dont je viens de vous parler, à l'exception de la barrière de rappel automatique qui est supprimée et remplacée par un rappel au gré de l'émetteur. Quel est l'avantage de passer sur un rappel au gré de l'émetteur? En fait, tout simplement, ça va nous permettre d'aller mettre cette barrière de coupon plus haut que sur les Phoenix CMS. Donc, sur l'exemple précédent, j'avais une barrière de coupon à 2,60. Cette fois-ci, sur la Digit Callable, avec un rappel au gré de l'émetteur, on arrive à mettre une barrière de coupon à 3%. Ce produit peut, dans certains cas, se substituer à des taux fixes callables que vous avez pu faire il y a 1 an et demi, 2 ans pour les plus anciens, qui eux étaient des produits avec capital garanti et coupon garanti, et la seule
la seule incertitude, c'était de savoir combien de temps le produit allait durer. Tous ces produits sont en train d'être appelés. Pour certains, l'ont déjà été dans les quelques mois qui ont précédé. Là, on voit les suivants qui continuent à être appelés en ce moment. Donc, ça peut être un bon produit de substitution pour transférer, pour réemployer ces fonds qui sont en train d'être appelés par anticipation. Donc là, on a mis un coupon à 6% payé in fine avec une barrière à 3. Mais vous pourriez très bien mettre un coupon à 5 pour matcher les niveaux des coupons qu'il y avait sur les taux fixes collables avec des barrières potentiellement à 3,20, 3,30, 3,40 dans certains cas. Point important, le rappel au gré de l'émetteur. Alors, que vous fassiez un produit avec une banque française ou une banque américaine, quand c'est un rappel automatique, ça ne change pas grand-chose. Sur un rappel au gré de l'émetteur, il faut garder en tête que une banque américaine, je pense à des Goldman Sachs qui ont des super prix en ce moment, par exemple, rappeler plus tard le produit que des banques françaises. Pourquoi ? Parce que leur grille de financement est beaucoup plus volatile que celle des banques françaises. Enfin, dernier produit de taux qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le double fast TARN, alors ou double fast target note. Vous avez dû en voir beaucoup, encore une fois, il y a un an et demi de ces produits, quand la courbe des taux était très inversée, à savoir que les taux longs étaient bien inférieurs aux taux courts. Aujourd'hui, ça s'est un peu équilibré, mais il y a toujours la place, toujours l'opportunité d'investir sur ces produits de pente, comme on les appelle. Alors, comment ça fonctionne ? Vous avez un coupon dans la version présentée ici, un coupon garanti fixe de 5,75 en année 1, donc qui est versé in fine. Et dès la fin de l'année 1, on ne va pas attendre l'année 2 ou l'année 3, mais dès la fin de l'année 1, on va constater la différence entre le taux 30 ans et le taux 5 ans. Dès que la somme de ces différences, donc dès que la somme de ces différences est supérieure à 1%, le produit est rappelé par anticipation. Je vous donne un exemple. On lance le produit aujourd'hui, la photo dans un an, on regarde le taux 30 ans moins le taux 5 ans. Si à ce moment-là, cette différence est égale par exemple à 1,2%, alors vous touchez 5,75 plus 1,2 et le produit s'arrête. Deuxième exemple, deuxième cas de figure, dans un an, la différence entre le taux 30 ans et le taux 5 ans est inférieure à 1%. Par exemple, elle vaut 0,6. Et bien dans ce cas-là, le coupon de 5,75 est mis en réserve, le coupon de 0,6 également, et on passe à l'année suivante. La bonne nouvelle, c'est que vous avez également un coupon garanti versé in fine de 5,75 en année 2. Donc, si à la fin de l'année 2, la différence entre le taux 30 ans et le taux 5 ans est supérieure à 0,4, étant donné qu'on a déjà eu 0,6 en année 1, donc il ne faut plus que 0,4 pour que la somme fasse 1%. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez toucher vos deux coupons garantis de 5,75 plus le 1 et quelques pourcents correspondant à la différence du taux 30 ans moins le taux 5 ans sur les deux constatations, en année 1 et en année 2. Si ce n'est pas le cas en année 2, eh ben on continue l'exercice en année 3, en année 4, etc. Il y a seulement deux coupons garantis sur les 2 premières années. Donc, l'idéal, le scénario idéal, c'est d'être rappelé par anticipation au maximum au bout de 2 ans. Voilà. Bruno, on te redonne la parole sur la partie action. Avec grand plaisir. Alors, continuons sur la suite de la présentation avec justement cette allocation d'actifs entre obligations, on l'a vu, où il y a un intérêt certain dans cet environnement-là et ça constitue un des parachutes pour 2025, et les actions, puisque l'arbitrage est important entre les deux. Alors, le point que j'aime le mieux pour savoir comment est-ce qu'on doit se positionner justement entre les actions et les obligations, c'est de regarder justement la performance de l'un par rapport à l'autre. Donc, je regarde la performance annuelle des actions par rapport à la performance annuelle des obligations, ce qui est la courbe bleue du graphique de gauche. Et on voit par exemple qu'à la fin de l'année dernière, c'était au mois d'octobre ou novembre, sur les 12 mois qui venaient de s'écouler, on avait eu une surperformance d'environ 30%, donc 32%, des actions américaines par rapport aux obligations américaines. Et on voit que cette courbe bleue, elle est très fortement corrélée au cycle économique. Donc ici, je n'ai pas mis le PIB
j'ai mis l'indicateur avancé de l'OCDE parce que comme son nom l'indique, il est avancé et il nous donne un signal avant la publication du PIB. Et donc, on voit qu'il y a un lien assez étroit entre les deux. Et donc, quand le cycle économique est à la hausse, les entreprises ont tendance à faire croître leurs bénéfices et donc ça vient soutenir le marché action. À l'inverse, ça a tendance à pousser les taux à la hausse et donc ça pénalise un peu la performance obligataire. A contrario, quand le cycle économique ralentit, les bénéfices des entreprises ont tendance à être faibles, voire même négatifs dans les phases de récession, et les taux ont tendance à baisser, et donc ça vient améliorer la performance des obligations. Et donc, on le voit très clairement, le lien entre les deux. Jusqu'à l'année dernière, on pouvait justifier une très forte performance du marché des actions par rapport au marché obligataire. Ça va être moins vrai cette année, d'une part parce qu'on commence à le voir, l'indicateur avancé de l'OCDE s'est retourné. Il a l'avantage par rapport à d'autres indicateurs comme les indices des directeurs d'achat d'avoir un signal beaucoup plus clair. Donc, il se retourne moins souvent. Par contre, quand il se retourne, que ce soit à la hausse ou à la baisse, le signal est assez puissant et c'est très rare qu'il fasse un faux départ. Donc là, on va vraiment s'orienter vers une décélération de la croissance. Donc, c'est vrai aux États-Unis, c'est aussi vrai en Europe. Et la question qui reste encore à élucider, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir juste un tout petit trou d'air de cet indicateur avancé de l'OCDE, donc un tout petit ralentissement économique, ou est-ce que, comme l'indiquent mes modèles économétriques, on va avoir un ralentissement plus prononcé et donc, dans ce cas-là, on pourrait avoir les courbes roses et bleues qui passent en dessous de zéro, c'est-à-dire une période temporaire où les obligations vont délivrer des performances plus élevées que les actions. Alors, c'est déjà arrivé par le passé, c'est déjà arrivé en 2022, c'est déjà arrivé en 2019 pendant la période Covid, c'est arrivé en 2015, c'est arrivé aussi pendant la crise de la dette en 2012. Bref, ça arrive régulièrement, ce n'est pas le scénario le plus courant. Normalement, les actions délivrent des meilleures performances que les obligations, mais ça peut arriver. Et typiquement, ça ne serait pas impossible que 2025 fasse partie de ces années-là. Une autre manière de voir les choses, c'est de regarder le graphique de droite et c'est de regarder la prime de risque que nous allouent les actions par rapport aux obligations. Pour dire les choses autrement, quel rendement je peux escompter en détenant des actions par rapport à détenir des obligations. Donc, détenir des obligations, le rendement, il est assez simple. On prend le rendement annuel, par exemple, d'une obligation à 5 ans. Aujourd'hui, aux États-Unis, on est à 4,4. C'est un rendement qui est quand même relativement important. Si on regarde le rendement des actions, donc cette fois-ci, on regarde les bénéfices divisés par l'indice, dans le cas du S&P 500, ou ceux qui préfèrent l'inverse du multiple, du PER, ça donne exactement le même chiffre, c'est le même calcul. Et là, on se rend compte que le rendement des actions aujourd'hui, c'est 3,5%, c'est-à-dire moins que les obligations. Donc, on va se retrouver en détenant des actions aujourd'hui à avoir un rendement espéré plus faible avec un actif plus risqué. Et donc, il y a quand même une possibilité non nulle qu'une partie des investisseurs, dans le courant de l'année, préfèrent se positionner sur l'obligataire, avoir du 4,4% de manière relativement pérenne, plutôt que de prendre le risque d'aller sur les actions et d'avoir que 3,5% de rendement. Donc ça, c'est un point important à garder en tête. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un scénario simple. Pour bien contrebalancer cet événement-là, j'aime bien rappeler aussi que structurellement, le marché des actions a tendance à monter. Et donc, pour bien qu'on s'en rende compte, sur ce graphique-là, à gauche, je vous ai mis la performance du marché américain ajustée de l'inflation, c'est-à-dire sans prendre en compte la hausse des prix, depuis 1870. Et on s'aperçoit que la tendance, elle est relativement linéaire à la hausse. Donc, d'être en dehors du marché des actions, c'est un vrai risque parce qu'on risque de rater le train et de rater cette performance boursière. D'où l'idée de ne pas non plus trop réduire la voilure et de ne pas trop rendre les portefeuilles défensifs. Un autre moyen de comprendre ça, c'est de regarder le graphique de droite et de regarder la performance, cette fois-ci nominale, du S&P 500 sur les 35 dernières années. On s'aperçoit que sur les 35 dernières années, si on détenait du S&P 500, on gagnait à peu près 8% par an chaque année. Si sur ces 35 ans, on a raté les 25 meilleurs jours seulement, mais c'est les meilleurs jours, mais que 25, donc ça ne fait même pas un par an, notre rendement moyen, il passe de 8% à 0. Et donc, on comprend bien le risque qu'on a en tant qu'investisseur à ne pas être investi dans le marché des actions. Donc, d'un côté, on a cette force très, très puissante de moyen long terme qui pousse les marchés à la hausse. Et de l'autre côté, comme je l'ai dit juste précédemment, le marché des actions qui est relativement cher. Alors, pour se rendre compte
là encore, du risque qu'on encourt sur 2025 sur les actions. Je me suis amusé à comparer, là encore dans le cas américain où les données sont relativement facilement accessibles et sur le long terme surtout, la performance du S&P, graphique de droite, en bleu, comparée à la croissance des bénéfices des 500 sociétés qui composent ce S&P. Et donc, on voit de manière assez intéressante déjà que le marché est efficient. Il anticipe d'environ 12 mois la croissance bénéficiaire, raison pour laquelle j'ai dû décaler la courbe rose de 12 mois pour qu'on voit bien la corrélation entre les deux. Donc ça veut dire qu'en 2024, le marché des actions a progressé de manière très forte en anticipation de la hausse des bénéfices à venir en 2025-2026. Le tout, c'est qu'on est allé un petit peu plus vite que la musique et on le voit pour réduire l'écart entre les deux, il faudrait que les bénéfices progressent de 42% cette année pour pouvoir justifier une progression du S&P 500 à un niveau tel qu'on l'a aujourd'hui aux alentours de 6000. 42% de croissance des bénéfices, c'est énorme. Pour vous dire, les 3 dernières années, les bénéfices ont progressé d'environ 15%. La seule fois où on a réussi à avoir des croissances bénéficiaires aussi élevées, c'était pendant la période de déconfinement, de sortie de Covid, où là, effectivement, la croissance des bénéfices avait été extrêmement forte. Mais sinon, dans des années normales, on va avoir des croissances bénéficiaires entre 10 et 15%, rarement de 42%. Donc ça veut dire qu'avec des marchés actions au niveau actuel, on a déjà acheté une partie de la croissance future. Le corollaire de tout ça, c'est que les valorisations sont élevées. C'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche avec la courbe bleue. Et on voit qu'aujourd'hui, en achetant le S&P 500, par exemple, on se paye 38 fois les bénéfices ajustés du cycle. C'est là aussi un niveau assez élevé. C'est le même niveau qu'en sortie de Covid. Et il y a eu une seule période où on s'est payé plus cher, c'était pendant la bulle Internet. Donc, une fois encore, ce n'est pas parce qu'on est dans un gonflement de bulle que la bulle doit forcément se dégonfler. Mais en tant qu'investisseur, on doit garder en tête qu'en achetant des actions aujourd'hui, on achète un actif qui est relativement cher. L'autre point intéressant sur ce graphique, et je le trouve assez parlant, c'est de le comparer justement à la courbe rose, où on voit en fait l'allocation des ménages américains de leur patrimoine aux actions. Et donc, s'ils ont 100, on voit qu'aujourd'hui, ils investissent 43 dans des actions. C'est le plus haut niveau recensé depuis que la statistique existe en 1950. Il faut voir que 43% d'actions, ça ne paraît pas très élevé pour des ménages américains, mais ça comprend tous les ménages, y compris ceux qui n'ont pas de patrimoine, entre guillemets. Si on prenait que les investisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont un patrimoine suffisamment important pour vraiment faire de l'allocation d'actifs, ce ratio de 43%, il passe à plus de 70%, 72%. Donc, c'est un niveau vraiment très élevé qui, là encore, n'a jamais été aussi élevé à part pendant la bulle Internet. Et donc, on pourrait avoir ce type de situation d'érosion où finalement, il suffirait qu'il y ait quelques investisseurs qui se mettent à vendre pour qu'il n'y ait plus vraiment d'argent frais à placer sur les actions et qu'en fait, naturellement, le marché s'érode et qu'on ait une phase de décompression dans le courant de 2025. Donc là encore, on doit être investi en actions, mais on doit être relativement prudent dans cette année 2025. Alors, pour se prémunir de ça, il y a plusieurs moyens. Une des solutions, c'est d'acheter des couvertures, de se positionner sur une baisse du marché. Ça peut être des stratégies optionnelles qui fonctionnent assez bien. L'idée, c'est vraiment quand même, comme je disais tout à l'heure, de ne pas trop réduire la voilure. Une autre stratégie, ça peut être de regarder la dispersion. Je ne veux pas m'attarder trop là-dessus. Et je vais plutôt arriver sur le parachute que je préfère, vraiment dans cet environnement-là, c'est de se dire, je vais garder ma poche action intacte. En revanche, je vais changer l'intérieur de cette poche et je vais venir me positionner sur des secteurs qui sont défensifs. Alors, pour bien comprendre ça, je me suis amusé à regarder la performance des principaux secteurs pendant les 4 grandes phases du cycle économique. Donc, en bleu clair, dans la phase de croissance, ensuite la phase de ralentissement, de récession et de reprise. Et on voit que la hiérarchie des segments est différente d'une phase à l'autre. Et on voit aussi que dans la phase la plus difficile, la phase de récession, où le marché action a tendance à être en bear market, à faire par exemple moins 20%, on a quelques secteurs qui s'en sortent très bien. Et donc, c'est ces fameux secteurs défensifs. Dedans, il y a la consommation de base, les staples en anglais, les services aux collectivités, donc les fameux utilities, la santé
et aussi l'énergie, qu'on oublie souvent, mais qui fait partie des secteurs qui résistent le mieux pendant la période de crise. D'ailleurs, pour la petite histoire, souvent parce qu'il a corrigé de manière précédente. Et donc, si on se positionne sur ces segments-là, on va avoir une performance qui est proche de zéro. Ça veut dire que même si on a la bonne structure ou les bons sous-jacents, on peut même avoir des performances positives, y compris dans ces phases de bear market. Donc ça, c'est vraiment un point clé de vraiment se positionner sur ces segments-là. L'énergie, les services aux collectivités, la santé. On peut aussi rajouter les financières. On l'a vu ces derniers temps, elles tiennent très bien dans cette phase de ralentissement économique où en fait on a la courbe des taux qui se repentifie, comme on a vu tout à l'heure. Les bancaires profitent de cet environnement-là. Et puis après, on peut avoir d'autres véhicules pour se positionner de manière défensive, notamment d'aller sur des thématiques porteuses. Donc, dans ces thématiques porteuses, on va retrouver les pétrolières pour d'autres raisons vraiment structurelles, au-delà de leur côté défensif. On va retrouver les minières aurifères, par exemple. On va retrouver de la santé, mais avec des laboratoires, avec un peu plus de dynamisme et de croissance, typiquement pour tout ce qui est médicaments de lutte contre l'obésité. Et on va aussi avoir le luxe, par exemple, qui peut profiter d'un rebond d'activité en Chine. Donc, tous ces moyens-là, donc soit avec les secteurs défensifs, soit avec les thématiques porteuses, vont être des moyens assez efficaces de protéger les portefeuilles sans réduire la voilure et sans prendre le risque du coup de ne pas être dans le train si cette phase de correction tarde à se matérialiser, voire ne se matérialise pas. Voilà pour cette partie. Je vais passer la parole et puis s'il y a d'autres points que vous souhaitez que j'aborde, je le ferai dans un troisième temps avec grand plaisir. Tout à fait. Merci Bruno pour ces éclairages sectoriels sur lesquels d'ailleurs l'équipe de structuration s'appuie grandement pour mettre en place des solutions de conviction. Je me permets ce petit rappel qui est que le sous-jacent reste le moteur, le moteur principal de performance d'un produit structuré. Et c'est bien sûr la raison pour laquelle on y accorde une grande importance, mais aussi une grande attention, notamment lorsque les sous-jacents intègrent des mécanismes de dividendes forfaitaires appelés décréments. Peut-être y reviendrons-nous dans la partie questions-réponses. Vous le savez, le champ des possibles sur les produits structurés est extrêmement vaste, mais nous avons retenu deux solutions ici qui répondent à des cahiers des charges distincts. Et la première solution que vous voyez est une solution 100% capital garanti à maturité. Alors, cette notion de capital garanti à maturité est toujours à mettre en perspective avec le risque de crédit de l'émetteur qui émet le produit, parce que c'est une obligation. Mais c'est une solution à 10 ans qui pourrait être considérée comme une alternative à la détention directe d'un sous-jacent. Alors ici, nous sommes concentrés sur les secteurs qui ont été listés par Bruno, le secteur de prédilection. Et c'est une structure dont le mécanisme est relativement simple. Chaque année, l'émetteur peut, à son gré, donc c'est un rappel au gré de l'émetteur, décider de rembourser le produit par anticipation en versant 100% plus le coupon annuel fois le nombre d'années écoulées. En l'absence de remboursement anticipé en cours de vie, le produit va à maturité. L'investisseur reçoit alors 100% de son capital, agrégé de 2 fois la performance positive du sous-jacent depuis la date d'émission. C'est un mécanisme assez simple qui permet de recevoir un coupon en cas de rappel anticipé et en l'absence de rappel anticipé, de recevoir la performance positive avec un effet de levier à maturité sur la thématique de notre choix. Je vais passer sur la deuxième structure qui, pour le coup, est une structure bien connue qui n'est autre que l'Athena Autocall, ici étudiée sur des paniers équipondérés. Encore une fois, le choix des sous-jacents est important. Ici, nous avons favorisé les paniers équipondérés et non pas worst of, afin de diversifier le risque, de diluer le risque et de s'exposer aux thématiques qui sont celles que nous préférons. Ici, il y a une mise à risque du capital. Ce n'est pas un produit capital garanti, mais un produit qui embarque un mécanisme de protection du capital à maturité qui est matérialisé par une barrière fixée ici à 60% du niveau initial, ce qui correspond donc à moins 40%. La deuxième barrière qui est intégrée, embarquée dans ce produit, c'est une barrière de rappel anticipé, ici automatique et non plus au gré de l'émetteur, fixée à 100% du niveau initial du sous-jacent. Aux dates d'observation semestrielles dans le produit considéré,
Si le sous-jacent est en hausse par rapport à son niveau initial, le produit est alors remboursé par anticipation et l'investisseur reçoit le coupon annuel multiplié par le nombre d'années écoulées. Si le produit va à maturité, 3 scénarios possibles. Le premier, le sous-jacent, donc le panier équipondéré, est en baisse de plus de 40%. Alors, le capital est à risque et l'investisseur reçoit la performance négative de ce panier. Si le panier équipondéré se situe entre 60% et 100% de son niveau initial, l'investisseur récupère son investissement initial, c'est-à-dire 100% de son investissement. Si le panier est en hausse, supérieur à son niveau initial à maturité, alors l'investisseur reçoit le coupon annuel multiplié par 7, c'est-à-dire les 7 années de vie du produit qui est donc arrivé à maturité. Les paniers ont été optimisés et ça, c'est une force que nous proposons. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect thématique des secteurs que nous retenons, eh bien, notre équipe de structuration s'attache à optimiser, à faire en sorte que les titres que nous intégrions dans les paniers eh bien, nous permettent de trouver les meilleures combinaisons permettant d'offrir un coupon intéressant et des niveaux de barrière suffisamment protectrices. Ici, 3 paniers donc, sont donc considérés. Un panier bancaire financière, un panier plutôt énergie pétrolière et un panier de utilities, 3 des secteurs évoqués par Bruno. Bruno, peut-être je te rends la main pour conclure en partie ce webinaire et puis passer à la partie questions-réponses. Ok, avec grand plaisir. Alors, pour conclure cette partie-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un risque de ralentissement économique qui peut se transformer en récession, notamment en Europe. Aux États-Unis, on devrait y échapper, mais en tout cas, il y a des chances que la croissance soit un peu moins dynamique que ce qu'espère le consensus. On va avoir une stabilisation de l'inflation qui, certes, est un peu frustrante parce qu'on n'est pas aussi bas que ce qu'on souhaiterait, mais elle va quand même laisser la porte ouverte à des baisses de taux directeurs, ce qui va vraiment soutenir la performance des stratégies qui sont liées au taux, donc aux obligations, mais pas seulement. On l'a vu, il y a plein de manières d'être lié au taux. Et à l'inverse, sur la partie action, on doit continuer à être investi, mais de manière relativement défensive, au cas où justement il y ait des secousses dans le courant de l'année. D'où l'idée de mettre en place à la fois des protections et de se focaliser sur les secteurs les plus défensifs ou des thématiques porteuses. Et donc dans cet environnement-là, l'idée est vraiment de garder en tête que voilà, on ne doit pas être inquiet de ce qui nous attend parce que justement, on est préparé à cet environnement-là. Si le voyage se déroule sans trou d'air, c'est parfait. Et si à un moment ou à un autre, ça secoue très fort, les parachutes sont déjà à disposition dans les portefeuilles pour éviter tout risque de contre-performance. Merci beaucoup Bruno. Il est temps de passer aux questions-réponses. Alors, on a à la fois des questions dans le chat et à la fois des questions dans la case questions. Il y a une première question, Bruno, je pense pour toi, de Raphaël. Bonjour, comment expliquer la hausse de l'indice en janvier alors que les taux de la BCE ont diminué? Est-ce que Bruno, tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? L'indice dont il est fait référence est probablement le CMS 10 ans. D'accord. Alors, c'est un bon point. Je vous remercie pour la question. Le CMS 10 ans va beaucoup plus réagir du coup au taux long, d'où son nom, qu'au taux court. Et donc, c'est vrai qu'on peut avoir des phases où les taux courts baissent et sont prévus de baisser davantage dans les prochains mois, mais où on a un stress temporaire sur les taux longs et donc sur le CMS 10 ans. Donc, l'indice peut très bien progresser alors que les taux courts baissent. Donc ça peut arriver soit pour des raisons de volatilité, soit parce qu'on est progressivement en train de repentifier la courbe, comme on l'évoquait tout à l'heure, soit, si vous vous rappelez en début d'année aussi, parce qu'il y a eu plusieurs points qui avaient stressé un petit peu les investisseurs. Il y avait un peu plus de croissance de l'emploi que prévu aux États-Unis. Il y avait un peu plus d'inflation que prévu. Et donc, les investisseurs avaient anticipé des taux longs structurellement plus élevés. Au final, ils se sont ravisés. Et donc, on est en train de repartir à la baisse. Donc, c'était vraiment un exemple typique de volatilité. Et puis, ça peut être aussi
dans le cas du début d'année, qu'il y avait un stress sur la qualité de la dette souveraine. C'est-à-dire, est-ce que la note qu'on attribue aux États est justifiée ou est-ce qu'en fait, à un moment ou à un autre, de par leur déficit excessif et leur surendettement, est-ce qu'on ne serait pas, en tant qu'investisseur, en droit d'exiger des rendements plus élevés? Ça, c'est une bonne question qui, pour le coup, va se reposer probablement dans les années à venir. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a un stress particulier sur la qualité des émetteurs souverains. Très clairement, pour avoir longtemps planché sur ce sujet, et on pourra peut-être en rediscuter lors d'un prochain webinaire, ce risque-là existe, mais il y a peu de chances qu'il se matérialise tout de suite. Donc voilà les différentes raisons qui pouvaient expliquer cette hausse de l'indice sur le 10 ans. Et pour moi, voilà, c'est vraiment temporaire. Comme je l'ai expliqué dans la présentation, il y a une séquence à respecter sur les taux. Et 2025, c'est vraiment l'année de la baisse des taux courts. Et l'année de la hausse des taux longs, ça sera probablement l'année prochaine. Merci beaucoup Bruno. On a deux questions un peu plus techniques là sur les produits présentés par Adèle, de Michael et de Hugues. Donc Adèle, Michael nous demande dans le cas du produit Phoenix Bearish si le coupon est payé annuellement, si les conditions sont réunies ou s'il est stocké ou versé in fine au rappel ou à terme. Et Hugues nous demande pourquoi la constatation annuelle et pas semestrielle ou trimestrielle. Est-ce que tu peux prendre ces deux points, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, tout simplement parce que c'est un parti pris. On a présenté des versions annuelles, mais on aurait très bien pu présenter des versions trimestrielles ou semestrielles. On a présenté un Phoenix Bearish avec un coupon distribué et une digit callable avec un coupon in fine. On aurait pu faire l'inverse. Voilà, il est possible de faire à peu près ce que vous voulez. Tout ça, c'est des curseurs qu'on doit placer là où vous le souhaitez. Pour vous donner une idée, on a une quinzaine de Phoenix CMS en cours de commercialisation pour différents cabinets, avec des coupons qui vont entre 5,5 et 7,5 sur des versions in fine et distribuées, du 10 ans, du 12 ans, différents émetteurs. Enfin voilà, il n'y a pas de règle. On fait ce que vous souhaitez en fonction de vos contraintes et des besoins de vos clients. Et évidemment, la variable d'ajustement sera votre commission upfront ou les niveaux de barrière qu'on pourra proposer. Merci beaucoup Adèle. On a des questions qui ont été posées aussi à côté. Donc, on a Yves. Donc ça, c'est une question pour toi Bruno. Pourquoi la pontification de la courbe des taux met autant de temps à se mettre en place? Bonne question. Alors… je vais revenir quand même sur le graphique, parce que j'aime toujours mieux discuter avec un graphique. Alors, c'est vrai que ça met du temps, mais au final, on part de très, très loin. C'est-à-dire que si on regarde la courbe des taux, on était inversé de quasiment 100 points de base. Et là, on est repassé légèrement positif, aux alentours de 30 points de base. Donc, en fait, elle a déjà commencé. On a déjà fait 1,3% de repentification. Donc, c'est vrai qu'on est à peine au-dessus de zéro, mais on a déjà commencé à repentifier. Et les deux autres points qui sont importants et qui là pour le coup sont peut-être un peu différents de ce qu'on a habituellement et qui pourraient un peu freiner ou retarder cette pontification, même si la préférence pour le présent doit se matérialiser et qu'on aura effectivement cette pontification tôt ou tard. Le premier point, c'est que notamment aux États-Unis, la Fed hésite à baisser ses taux aussi rapidement que ce qu'elle avait imaginé au départ. Et donc, c'est vrai que si mon aplatissement de la partie courte est moins fort ou met plus de temps à se matérialiser, la pontification va aussi être un peu frustrante dans le départ. L'autre raison, la dernière probablement, c'est que, alors là, ça va devenir un peu technique, mais les États-Unis étant relativement endettés, on parle souvent de la France, mais les États-Unis ont aussi un problème d'endettement. Ils ont essayé, durant toute l'administration Biden, avec Janet Yellen à la tête du Trésor, d'émettre de moins en moins d'obligations à 10 ans. C'est-à-dire que quand les obligations arrivaient à échéance et que le Trésor devait réémettre du papier, plutôt que de le réémettre à 7, 10, 15 ans, ils allaient le réémettre plutôt à 3 mois, 6 mois, 1 an. Et donc, en augmentant la quantité de papier sur le court terme, parce qu'il y avait une forte demande des investisseurs pour les money market funds, par exemple, ils ont asséché la partie 10 ans. Et donc, il n'y a quasiment plus de papier à 10 ans. Ce qui fait que, en fait,
Il suffit qu'il y ait quelques investisseurs qui en veuillent pour que les taux 10 ans restent relativement bas. Et donc ça, c'est un vrai point important. Et d'ailleurs, on voit que l'administration Trump, qui a pris la direction des États-Unis il y a quelques semaines maintenant, est aussi en train de regarder ça et de se dire il ne faut pas qu'on stresse le taux 10 ans. Et donc, peut-être qu'on va continuer à émettre sur des durations relativement courtes. Donc ça, c'est aussi un autre phénomène un peu plus technique, mais qui a empêché, entre guillemets, la courbe des taux de se repentifier trop vite. Après, on le voit sur le graphique, hein, c'est quelque chose qui est variable dans le temps en fonction des cycles, mais c'est vrai que la période où on passe de 0 à 1%, de 0 à 100 points de base, souvent, elle est assez rapide et c'est la période la plus facile à capter. C'était plus difficile de capter le moins 100 à 0 que de capter le 0 à 100. Donc là, pour ceux qui ça intéresse ce genre de stratégie, pour le coup, c'est le moment ou jamais. Ça arrive tous les 10 ans. J'avoue, sur tous les sujets qu'on a discutés durant cette présentation, c'est un de ceux où je me sens vraiment le plus confortable. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des soubresauts dans le scénario, mais malgré ça, on est quasiment certain d'avoir une pontification de la courbe des taux en 2025-2026. Alors, dans les marchés, on n'est jamais certain de rien, mais là, c'est vrai qu'on est suffisamment confiant quand même sur cette stratégie-là. Bon, c'est une belle conviction, ça, Bruno. Et tu es enregistré, n'oublie pas. Donc, on pourra te ressortir. Sur les taux, on a pas mal de questions, mais il y en a une dernière. Peut-être qu'on peut prendre avec le temps qui nous reste. C'est une question de Vincent. Bruno, toujours pour toi, je pense. Quelle est votre perception du risque sur le spread de crédit de la France ? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la France. J'avais fait le choix de passer dessus pour l'instant, mais ça vaut le coup de se positionner dessus. C'est quelque chose qu'on a bien travaillé, à la fois d'ailleurs sur la partie taux et aussi sur la partie equities. Voilà, ça y est, on y arrive. Alors, sur la France, le point clé, c'est de voir qu'effectivement, les taux français sont liés aux taux européens, donc aux taux allemands, mais qu'il y a une prime de risque qui vient s'ajouter en fonction de est-ce que l'environnement français est risqué ou pas. Et donc, habituellement, on était avec une prime de risque, on va dire, entre 25 et 30 points de base. C'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche. On compare les taux français en bleu foncé avec les taux allemands en bleu clair et on a l'écart, donc le spread, entre les deux en dessous. Et donc, on s'aperçoit qu'on avait des taux français, on va dire 0,2, 0,3% au-dessus des taux allemands historiquement. Il y a eu un pic pendant le stress de la crise de la dette européenne, mais on s'était stabilisé à 30 points de base depuis. Début juin, dissolution de l'Assemblée nationale. Là, le stress réaugmente puisqu'en fait, on a, pour les investisseurs obligataires, une incertitude qui augmente, c'est celle de savoir est-ce qu'on va avoir un déficit public qui dérape ou est-ce qu'au contraire, on va avoir une stabilité budgétaire qui va permettre de stabiliser l'endettement de la France. Et donc là, on est passé de 35-40 points de base aux alentours de 80. Là, on est redescendu un peu en dessous récemment, on est à 78, je crois, ce matin. Bref, on est sur cet environnement-là. Au final, les marchés, pour eux, peu importe quelle partie est à la tête du gouvernement, quelle est la ventilation de l'Assemblée nationale, etc. La seule chose qui l'intéresse, c'est est-ce qu'on va avoir un budget à l'équilibre, un déficit qui ne dérape pas et donc une dette publique qui, à terme, va pouvoir être remboursée. Si ce stress augmente, et c'est arrivé par exemple pendant la crise de la dette, on le voit ici. J'ai aussi comparé avec la crise par exemple qu'on a eue au Royaume-Uni avec l'arrivée de Liz Truss qui avait fait aussi un budget complètement déficitaire, avec l'arrivée de Giorgia Meloni en Italie, avec la crise grecque, etc. Et on s'aperçoit que tôt ou tard, en fait, les gouvernements sont obligés de revenir à quelque chose de raisonnable, soit naturellement, et c'est tant mieux parce que du coup, ça stabilise la situation d'endettement du pays, soit parce qu'en fait, les marchés les contraignent. Typiquement, dans le cas de la France, si les taux français devaient monter aux alentours de 1,3% au-dessus des taux allemands, donc 130 points de base sur la courbe rose, on aurait un risque vraiment de dérapage complètement des taux, donc qui montent vraiment très fort, très haut. Et donc là, le gouvernement serait obligé de faire appel à des institutions financières pour l'aider, donc le FMI, l'OCDE, que sais-je, probablement la BCE. Et donc, la BCE viendrait aider la France à stabiliser cette situation.
mais la BCE demanderait des garanties en contrepartie, et notamment de stabiliser le déficit budgétaire. Donc, typiquement, au niveau actuel, je ne peux pas vous dire si le stress est à son comble ou pas. En tout cas, ça commence à être un bon niveau pour regarder les obligations françaises. Le risque, c'est qu'on aille avec un stress temporairement plus élevé, aux alentours de 130. Et là, ça sera un bon point d'entrée. C'est le moment où personne ne voudra rentrer, très clairement. Et le risque d'attendre ces 130, c'est qu'on n'y aille jamais et que finalement, on n'ait pas le temps de se positionner sur la France. Donc voilà, là, il y a vraiment à la fois ce spread à regarder, qui est vraiment le meilleur indicateur du stress sur la France, et de savoir en tant qu'investisseur, est-ce qu'on préfère être trop tôt dessus, et donc là, on peut se positionner maintenant, ou trop tard, attendre 130, mais avec le risque de jamais rentrer dans le trade. L'impact, j'en profite pour répondre sur la partie action, qui n'est pas vraiment la question, mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir cette partie-là, de voir que depuis que ce stress a augmenté, on a le CAC 40 qui a vraiment sous-performé l'Eurostoxx sans le CAC 40. Donc, le CAC 40 est en bleu foncé, l'Eurostoxx est en bleu, et la performance relative, c'est la courbe rose sur le graphique de droite. On voit qu'on est arrivé vraiment à des niveaux de sous-performance massifs sur le CAC 40. Depuis un mois, c'est en train de s'améliorer, même 2 mois. Il manque quelques données là sur ce graphique. Le CAC 40 progresse à peu près en ligne avec l'Eurostoxx, voire légèrement mieux. Et donc, pour se positionner là-dessus, là encore, soit on veut regarder les titres qui ont le plus été maltraités dans le CAC 40, mais dans ce cas-là, on doit être sûr que notre stress est arrivé à son pic. Donc, probablement que c'est encore un petit peu tôt. Ou alors, et c'est probablement l'option que je préfère pour se positionner sur le CAC 40, c'est de regarder les titres qui, depuis les 7-8 derniers mois, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale et la forte volatilité qu'on a eue sur le CAC, ont bien performé, c'est-à-dire ont eu des performances positives, supérieures à l'ensemble de l'indice et même supérieures à l'Eurostoxx. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs titres qui sont dans ce cas-là, qui ont très bien résisté, qui sont soit immunisés en fait quelque part contre ce risque-là, soit qui ont un business model qui est suffisamment solide pour que ça vienne compenser cette prime française. Et là-dedans, on a des titres comme Essilor, comme Schneider, comme Safran, comme Danone, comme Sanofi, voilà. Des titres qui, en fait, ont très bien performé dans cette période-là. Et probablement que c'est ces titres-là qu'on doit regarder pour se positionner sur la France si on ne veut pas acheter l'ensemble du CAC 40. Merci beaucoup Bruno. Le temps passe. On peut peut-être essayer de se laisser une question. À toutes les questions qui n'auront pas été répondues, hein, on vous appellera individuellement ou on vous enverra un email pour y répondre. Sur les actions, là, il y a une question de Johan qui peut être intéressante, enfin, même si elles le sont toutes, c'est reste-t-on toujours aussi positif sur les bancaires, même avec le rebond actuel et les résultats récents, et en particulier de BNP, j'imagine, et Société Générale, qui ont été très positifs? Oui, c'est vrai, hein, les bancaires font partie des financières et qu'on aime bien dans cette phase-là. Alors, elles sont un peu moins défensives que les autres secteurs qu'on a mentionnés, mais elles vont aussi avoir plus de jus, entre guillemets, pour la phase de reprise qui viendra derrière. Donc, finalement, ça peut être un investissement de moyen terme qui a vraiment du sens. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs points qui ont fait que les bancaires ont surperformé. D'une part, par rapport aux crises précédentes et notamment la crise des subprimes en Europe, les bancaires sont bien mieux capitalisées. Elles sont bien plus résistantes à des scénarios de stress économique. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement immunisées, mais en tout cas, elles ont des capitaux pour gérer ça. Et au final, le marché le redécouvre. Et puis, l'autre point important, c'est que les bancaires ont vraiment profité ces derniers temps de l'environnement porteur des marchés, pour notamment toutes les banques d'investissement qui génèrent des profits grâce aux transactions qui sont faites sur les marchés. Et là, maintenant, depuis quelques mois, et notamment depuis la repentification de la courbe des taux, que le taux 10 ans, on l'a vu, redevient supérieur au taux court, ça leur permet de gagner sur cet écart de crédit. Il faut bien se rappeler que les banques, elles vont nous prêter à long terme et elles empruntent à court terme. Et donc, ça leur permet de gagner l'écart entre les deux. Donc, plus cet écart va être fort, plus la courbe des taux va être pentue, plus les banques vont profiter des prêts qu'elles vont pouvoir octroyer, comme je leur ai dit, qui sont des prêts à long terme, alors qu'elles empruntent à court terme. Donc, tout ceci explique pourquoi les banques ont très bien tenu. Et malgré la bonne performance des derniers temps, ça reste un secteur à privilégier. Après, c'est comme tous les secteurs, hein, il y aura forcément de la volatilité et quelques trous d'air. Mais en tout cas, c'est un secteur qu'on ne peut pas éviter à l'heure actuelle.
Merci beaucoup Bruno. Le webinaire touche à sa fin. Il est midi. Vous avez été assez nombreux à vous connecter aujourd'hui et on vous en remercie. On espère que voilà, toutes ces explications qu'on vous a données vous seront utiles ou vous ont été utiles. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez d'autres questions complémentaires, des interrogations. On est là pour ça. Donc, merci à tous pour votre participation. Bruno, Paul et Adèle, merci beaucoup pour votre contribution. C'est des choses voilà, qu'on aime faire et qu'on va reproduire normalement tous les 3 mois. Donc, encore un grand merci à tout le monde et à très bientôt. Bonne journée à tous.